celui-là, Horst, t'as vu sa crinière? Oh, on dirait une flamme de feu, K. J'ai jamais vu un troupeau de chevaux pareil. Et là-bas, il y a des gorses par flopée. Où ça? Oh, Au bord de la rivière, tiens, et un hélicerf. ça te dirait pas qu'on campe par ici? Oh, drôlement que ça me dirait. On n'a qu'à rester plusieurs jours, même que... Qu'est-ce que t'en redis? J'en redis que je suis dans le oui. De toute façon, on a tout notre temps hors. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres choses à faire? Hein? Ah, je sais pas, Karst. J'avais dans l'idée qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, mais j'ai oublié. La nuit? Bah, j'oublie aussi. Je cueille des lumières et ça me lave le souci. Moi aussi, j'en cueille. On en a cueilli ensemble des tas cette nuit, tu te souviens? Eh, si tu le dis. Je me sens bien comme jamais, pas toi? Moi, c'est tout comme toi, mais mieux. T'es rigolo comme un troubadour quand tu t'y mets. Tu te souviens de ce troubadour, justement? Un gars trop marrant, là, qui... Tu te souviens? Peut-être. Viens voir, on va chercher des myrtilles. Les 14 jours prévus s'étaient écoulés sans qu'aucun des deux groupes ne pointe encore à l'horizon. Dans le laps, le ventre d'Orochi s'était arrondi de façon accélérée, phénomène qu'elle attribuait en partie à la présence des crônes, en partie au fait qu'elle acceptait chaque jour un peu mieux l'idée d'un accouchement qu'elle redoutait. M'enseigner le cœur des arcanes la soulageait d'une pression en lui faisant entrevoir qu'elle pourrait passer la main, en tout cas affronter l'épreuve sans craindre d'y engloutir les conquêtes spirituelles d'une vie avant qu'elle ne soit transmise. Bien que 15 jours ne puissent suffire évidemment pour que je rattrape un retard insurmontable, la cadence et la compacité avec laquelle Orochi m'apprenait faisaient déjà émerger l'architecture conceptuelle, qui était ce que j'assimilais le plus vite et le mieux. Par choix, elle avait renoncé à la mécanique des fluides pour se concentrer sur les fonctionnements des crônes, les potentialités du vif et ce qu'elle appelait le tissu, c'est-à-dire la nappe aéroplastique qui tisse les êtres, qui les coud ensemble dans l'étoffe des vents, tissu que toutes les formes vivantes brodent, déchirent, surpiquent ou prolongent en permanence. À chaque acquis, elle associait une initiation au repérage des vifs par quelques exercices simples, une autre à la perception des ruptures de trame, aux inflexions aérologiques, à l'anticipation des métamorphoses. Ces exercices se révélaient passionnants même si je manquais de finesse, hautement. Sauf dans l'auditif, et surtout je manquais d'ampleur dans la mobilisation de mes sens, très faible en thermique, à peine meilleure sur les trains d'ondes, ma proprioception musculaire demeurait trop grossière pour capter un champ vibratoire émis à 20 mètres. Bref, j'avais des marges de progression selon l'euphémisme d'Orochi. Mais j'avais en moi une envie neuve et le potentiel. Sur ces exercices, les capacités d'Orochi qu'elle nous avait si bien dissimulées par nécessité 30 ans durant touchaient à certains moments pour mes yeux profanes à la magie pure. La vérité est qu'elle ne vivait pas dans le même monde que Pietro, Golgoth ou moi. Nous nous prenions les pieds dans le tapis du vent alors qu'elle vivait dans le tissu. Elle y participait par tout son corps et de toute son âme. Dans l'exercice dit de l'exture, il existait tout un vocabulaire crypté, ardu à intégrer. Elle se mettait debout dans la lande, un bandeau sur les yeux, et elle devait décrire ce qui se passait autour d'elle, visible ou invisible, les mouvements des renards et des lièvres, les cercles des oiseaux de proie, une flaque qui s'évapore, une branche qui casse, le passage d'un crône au loin, le rythme des rafales sur la falaise et la forme des turbulences associées, les menaces à venir et les beautés en cours, la chute d'une feuille ou de mon boomerang dans l'herbe, mes sentiments intérieurs. Elle décrivait tout. L'essentiel de ce qu'il faut sentir, corrigeait-elle.
Hormis que son essentiel couvrait un tel spectre d'événements infimes et grandioses dans les trois règnes, que j'en demeurais cloué d'admiration. À la louche, j'avais tracé près de 500 bornes nord-nord avant de pivoter sur mes quilles et de retourner au galop voir si Sauve et Orochi pondaient du ptio. Mon petit chevant tenait le coup. Pas trop farouche le bougrasso. J'attendais sa longe à un arbre quand j'avais le cul en braise ou l'envie de caler 3-4 appuis au vent dès que ça rafalait un peu costaud. Histoire de garder la haine, quoi. Avec lui, je couvris de la lande comme jamais et du coup, j'en profitais pour aller fouiner à pouf au ras de la falaise. Eh ben, autant dire, cette falaise, elle était d'équerre et lissarde à pleurer, verticale dans ses meilleurs moments, en dévers plus souvent qu'à son tour. Vague sur vague, bam, bam, le vent venait cogner dessus. Ça gerbait des rouleaux de nuages en crête et du retors en pagaille. Dac! Mais dans la paroi, ça sonnait pire. Ça turbulait en vrille tout du long. J'avais testé un rappel et bien cru y lisser mon sac de miche. En plus de la corde, boulottée par un crône puisque ça dégorgeait de crône. Bah oui, tant qu'à faire. Bref. Déchenillé par le précipice, fallait juste oublier. 2 jours avant de ratteindre le camp, j'ai bornoyé comme ça à un promontoire qu'on avait laissé à l'allée. Cause le brouillard. La falaise te faisait un cap. Pas large à l'entame, à peine de quoi passer 2 gars. Un ponton en roc glissant qui devait faire dans les 300 mètres de long et qui finissait sur un petit plateau tout mignard. Un îlot d'herbe perché. À dire vrai, si on était bien en extrême amont, ce qui commençait à faire un peu de chemin dans ma tronche, cet îlot était le coin de terre le plus en amont du monde. La proue ultime, ça faisait pas un pli. Je suis donc allée au bout du bout, histoire de dire et de prendre le rafalant dans la face. Je suis restée à regarder l'horizon droit devant. J'étais bien. Sauf que 20 mètres en dessous, j'avais pas capté que ça partait une seconde pointe. En décroché. Un poil plus en amont, une étrave quoi. Et au bout... il... Qu'est-ce qui s'est passé, Pietro? Ça devait être la fin de la nuit, Coriolis était de guet. Je dormais, je ne sais pas ce qui m'a réveillé, les cris de schiste ou les ordres qu'elle lui lançait. Je me suis redressé, assis. L'aube pointait, mais la lumière était encore faible. Coriolis se tenait là-bas, dans le contre-jour, au bord de la falaise, et elle regardait quelque chose qui bougeait devant elle, au-dessus de sa tête. Et schiste aussi, il criait d'excitation. Je suis sorti du duvet et j'ai avancé vers eux. Ce qui bougeait, je reconnus vite à la forme que c'était une cage en osier. Elle était retenue par un câble qui raclait et qui flottait au niveau de la ligne de crête. J'ai tout de suite hurlé qu'il s'agissait d'une hallucination, qu'il ne fallait pas y toucher. La cage avait l'air tellement vraie, pourtant, je vous jure. On te croit sur parole. Sous la cage pendait un rouleau de bois peint en blanc, et c'est ça que Coriolis demandait à Schiste d'attraper. L'oiseau a semblé comprendre et il a dagué sur la cage. C'était très délicat, elle oscillait beaucoup à cause des rafales, mais l'autour a empiété le rouleau d'une passe et il l'a rapporté à Coriolis. Je l'ai vu ouvrir le tube. Je l'avais presque rejointe à ce moment-là et elle s'est pétrifiée sur place. Puis elle m'a demandé de reculer, j'ai hésité, j'ai eu tort. Car elle a pris 10 pas d'élan et elle a sauté dans le vide en visant la cage. Dans mon hallucination, je l'ai vue agripper l'osier et enrouler ses pieds autour du câble. Sous le poids, la cage a perdu de l'altitude et... Elle a disparu. Tout a disparu. Oui. C'est dérisoire. Quelle mort stupide. Je sais pas ce qu'elle a lu ou vu sur le rouleau. Il a été balayé par le vent ou il n'a jamais existé, je sais pas. Mais la cage, ça venait de l'Arco à l'évidence. Comme Tours qui a cru voir Darbon. Tours a réussi à sauvegarder son vif à travers Schiste. Il est anormal que Coriolis...
Continue. Je pense que Schiste possède la faculté de récupérer un vif. Si Coriolis était morte, il aurait fondu sur sa pelote ou celle de Larco qu'elle abritait. Va au bout, tu penses qu'elle est vivante? Je pense que parfois la 9e forme vient à nous dans le réel. Regardez pour Horst. Il a vécu en direct la mort de son frère, ou Larco. Il s'est retrouvé face au nuage qu'il avait fantasmé toute sa vie. Coriolis, pour le peu que je savais d'elle rechercher l'inconnu, elle a quitté son village pour nous suivre. Elle a tout plaqué du jour au lendemain sans savoir où ça la mènerait. Pour ce frisson de l'inconnu. C'est ça aussi qu'elle aimait chez Caracol, son mystère. Il était chaque matin l'inconnu d'un soir. Elle a donc suivi le câble. Elle a obéi à sa propre logique. Le psychrone lui a offert un dernier fil vers l'inconnu. Il n'y a peut-être pas eu de psychrone, justement. Tu sous-entends que la cage était réelle? Je ne sous-entends rien. Je m'interroge. Assis en tailleur, affaissé sur lui-même, Golgoth ne nous écoutait pas. Il était revenu 3 jours avant Pietro au pas, sur un cheval devant fourbu, le visage dévasté. Dès que nous l'avions aperçu, Sauve et moi, nous nous étions précipités vers lui, conscients qu'il n'était plus dans son état normal, et pire, qu'il se tenait à la lisière du suicide. Nous l'avions déshabillé et lavé. Il n'avait pas été capable de répondre à une seule de nos questions. Sa barbe lui mangeait les joues, des crevasses cernaient ses yeux, la morve avait séché plusieurs jours sur ses lèvres et sur son menton. Il était dans un état de choc absolu. Il nous fallut plusieurs heures pour nous en rendre compte parce que nous étions en plein désarroi, mais Golgoth gardait son poing droit serré, convulsivement, serré jusqu'à la crampe. C'était la seule portion de son corps qu'il habitait encore, son double vif respirait dedans. À Sauve, j'avais demandé d'essayer de lui ouvrir le poing, mais ça s'avéra impossible. À la première tentative, Golgoth eut une réaction, sa seule, il sortit ses crocs. Sauve eut l'instinct de lâcher, il sauva sa main. Nous ne savons même pas si les jumeaux sont en vie. Bifurqua Pietro, voyant que j'avais reporté mon attention sur Golgoth. Ils le sont, j'en suis convaincue. Ce n'est pas leur disparition de toute façon qui aurait pu mettre Golgoth dans cet état. Il aurait pu les regarder agoniser à ses pieds et s'en sortir. Mentalement, il est suffisamment fort pour ça. Tu as bien surmonté la mort de l'autoursier ? Surmonté ? Je n'ai rien surmonté, Orochi. Je ne supporterai pas une mort de plus, je le sais. Je ne supporterai plus jamais de regarder mourir un homme sans bouger. J'ai préféré sauver ma peau. Quand j'ai vu l'autoursier se faire aspirer vivant, j'ai cru que c'était ma 9e qui commençait. J'ai tenu bon grâce à ça, grâce à toi. Je me suis dit, voilà l'épreuve, regarde-le mourir. Mais je n'arrive plus à me supporter d'avoir fait ça. Souviens-toi de ce que m'a dit ma mère. Elle a vu Alk Cerbel se faire dépioter vif pendant des heures à Krafla. Alk était son amant. Des années après, quand elle en reparle, elle dit que l'héroïsme, c'était... L'héroïsme, c'était d'accepter la honte de survivre. Je n'ai pas oublié. Alors je ne suis peut-être pas un héros, je suis juste... Tu es. Et tu restes notre prince Pietro. Sans toi, la Horde n'aurait jamais été ce qu'elle a été. Quand je rêvais de l'extrême amont, je rêvais de retrouver mon visage exact, debout devant moi, mon visage tel que le vent et ma vie l'ont sculpté, avec ses rictus, ses rides véridiques et sa beauté d'âme, s'il m'en reste une à présent. J'ai peur, je n'ai plus de face. Orochi ne répondit pas. J'étais au bord de l'implosion. Voir Golgoth comme ça, lui qui n'avait pas fléchi pas une fois, jamais, ni au siphon de l'Apsa, ni devant le corroyeur, ni en haut du pilier Brakawer lorsqu'il avait lancé l'arco sur la passerelle verglacée, pas plus après sa chute terrible dans l'aiguille d'Anton, debout, en prise, il s'était toujours relevé, et Krafla, quand il nous avait arraché à la crête d'un coup de rein pour nous jeter dans la pente, ce courage pour moi, pour nous tous, Golgoth. Rien ne pouvait abattre
Golgoth. Strictement rien. Il était la dernière chose au monde que j'aurais cru voir s'écrouler. Le ciel pouvait tomber avant, se fracasser comme une vitre, mais pas Golgoth. Le toisé en bas, à mes pieds, puant l'urine, les yeux vides. C'était voir la horde qui mourait, qui partait lentement avec lui et le souvenir de ce que nous avions été. Il a beaucoup maigri. Il n'a rien mangé depuis 5 jours, il n'avale plus. Sov lui écarte les lèvres de force à chaque repas. Il lui enfourne du gibier coupé en morceaux, des bouillies. Il ne recrache même pas, ça lui coule de la bouche. Il n'a même plus le réflexe de déglutir, c'est atroce à regarder. Il ne parle pas. Il crie. Il pleure, parfois. Il pleure. La 34e horde du contrevent s'achevait avec nous dans la pisse. Peut-être qu'en aval, sous les cascades de Camboban, Alme Capis, Aoi, Nan et Silanfre riaient et s'émouvaient encore ensemble en pensant à nous. Peut-être que les jumeaux Dubka chevauchaient des chevaux quelque part dans une lande absoute des limites à des centaines de kilomètres d'oubli au nord. Peut-être que Coriolis glissait vers le cosmos sur un câble de providence avec l'arco encagé en aile et qu'en schiste, il restait quelque chose de la générosité de l'autoursier, de sa quête d'un dressage qui ne fut pas qu'une suite d'ordres et de sanctions. Peut-être. Orochi nous avait parlé de la 9e forme, mais je ne la rencontrais nulle part. D'une épreuve intime à la limite du soutenable, alors que moi, ce que j'affrontais ici et maintenant était déjà pire. C'était l'effondrement d'une armature collective de foi pure, de vaillance et d'amour qui s'était appelée la Horde et qui avait eu à sa tête ce traceur, ce tracteur, disait de lui Talvek, tellement unique dans l'histoire, ce bloc de plomb de vie, Golgoth, le 9e Golgoth, l'ultime de sa lignée abasourdissante. Son secret, j'avais l'intuition qu'il l'étranglait au creux de son poing et qu'il l'emporterait avec lui au bout de sa grève de la faim. Tu vas continuer à le masser ? J'essaye de le maintenir en prise avec l'extérieur. J'ai réussi à faire glisser un peu d'eau dans sa gorge. Au moins, il va arrêter de se déshydrater. Son vif est en train de bouger. Annonça Orochi qui lui caressait le bras. J'arrive à l'attirer vers l'épaule. Il va peut-être relâcher son poing. Ça faisait 2 jours que nous nous occupions de lui, exclusivement. Et quelque chose enfin se passait. Ça y est, il commence à migrer. Les doigts se relâchent. Ni Sov, ni Orochi, ni moi n'eurent le cran de lui ouvrir la main. Elle était posée sur sa cuisse, paume vers le haut. Nous attendîmes que les 5 doigts se déplient d'eux-mêmes. Il y avait bien quelque chose, froissé au creux. Un bout de tissu bleu, une bandelette. Un fanon délavé par le soleil et par la pluie. Sov le déroula avec précaution. Il paraissait vierge de toute inscription. Il le retourna. Derrière, il y avait, ancré en noir, encore lisible ces 2 signes. Oméga 6. Où il a pu trouver ça ? Quelque part sur le retour. Si le 6e Golgoth est arrivé là, il aurait laissé un drapeau, des tumulus. Ce n'est pas forcément le 6e Golgoth qui a laissé ça. Ça peut être n'importe qui de la 31e Horde, quelqu'un qui a survécu, en tout cas. J'ai bien tracé des Oméga 9 ici. Donc nous ne sommes pas les premiers à avoir atteint l'extrême amont. Nous ne sommes pas les premiers, non. C'est la preuve que non. Sur ces mots, en un réflexe non concerté, nous nous tournons tous les 3 en même temps vers Golgoth. Ses yeux viennent de s'allumer. Il redresse sa colonne vertébrale à la verticale et renifle l'air autour de lui. Un soleil vibratoire éclate aussitôt du plexus sous la superposition de ces 2 vifs. L'impact énergétique me percute de plein fouet, je recule. Il est en train d'exploser. D'émotion et de rage. Il se lève.
Nous sommes déjà à 5 mètres de lui, mais sa voix rauque nous pénètre avec la virulence d'une néfèche qui l'expulse. Donnez-moi la terre! Donnez-moi la terre à contrer! Que je ne crus pas ça possible et sans importance, puisque ça a eu lieu. Le double vif de Golgoth et de son frère fusionnèrent dans la trame. Sous le rayonnement incident, une demi-douzaine de crônes sortirent de leur trajectoire. Le tissu local se déchira sur une bonne centaine de mètres sous la percée du flux intensif. Il n'y a pas eu de rencontre avec un psychrone. Je peux l'affirmer de paroles d'aéromaîtresse. Pas de déclencheur autre que sa propre hargne endogène. Golgoth venait d'entrer de lui-même dans sa 9e forme. Je veux dire qu'il la suscita de ses propres nerfs, dans ses os, de ses muscles seuls, par sa propre moelle et la lave de son sang. Il l'escarna tout entière de lui pour la poser dans l'espace en vis-à-vis. Bugne à bugne. Alors, il avança droit vers la falaise. Oui, il ne chercha pas à essayer, à tester la consistance compactée de l'air sous sa semelle. Il savait, il sut qu'il pouvait. Il avança, au cran, sans marquer la moindre rupture à l'endroit où la terre était sectionnée et basculée dans le ciel. Il fit un pas dans le vide, inimaginable, un pas fou. La ligne de falaise n'avait pas bougé. Elle ne se décala pas d'1 mètre vers l'amont. Pas de miracle de ce type, ça non. C'est Golgoth. C'est Golgoth seul qui créa sous le sol, qui créa sous ses pas le sol. Il fit une seconde enjambée, puis une troisième, et c'était comme si la force de se soutenir contre la gravité sourdait à travers la longueur de sa cuisse, par son mollet, de ses bottes ferrées de vif. Et de fait, elle en sourdait. Sauve, comme moi, comme Pietro était hébété, il chancelait. Il me jeta un appel du regard, une demande de bouée rationnelle qui voulait dire « Explique-moi, dis-moi que nous sommes en train de décrocher. » Et je n'eus pas la présence d'esprit de répondre. Le moment me dépassait, j'avais... Il va se dissoudre, finis-je par lâcher. Quoi? Il pourra pas tenir, il pourra pas, il carbonise son vif. Golgoth avançait sur un pont d'air. À chaque nouveau pas, il aurait dû tomber, mais il ne tombait pas. Il était à 15 mètres en amont de la falaise maintenant. Chaque fois que sa botte se leva et retomba, un bruit de vitre, de fer sur une vitre, se réverbéra jusqu'à nous. Il compterait face au ciel. Il compterait pour lui-même. Je pense qu'il partit ainsi chercher à sa façon le 6e Golgoth pour le dépasser d'une toise. Je pense surtout qu'il s'offrit ce luxe extrême d'une dernière trace qu'il ne voulait plus devoir à quiconque. Sciemment de con. On était derrière, chaîné compact. Traceur! Hurlai-je, la voix éraillée par l'émotion. Ouais, Prince, qu'est-ce que ça dit dans le pack? Ça suit? Je sens du flouté dans la traîne. Compact, les gars, sec, coiffrez les trous. J'arrive! Je ramène le pack! N'y va pas, reste où tu es, tu peux pas le suivre, Pietro, par pitié. Un plus aura Roshi. On était calés les appuis, ça prend le tronc, rappelons, merde! Avant que je pu le plaquer au sol, Pietro avait atteint la rampe d'accès jetée par Golgoth sur le vide. Il ne le fit pas par folie. Il le fit, j'en reste persuadé, parce qu'il savait ne plus avoir la force de supporter une mort de plus en spectateur, parce que Golgoth l'appelait, parce que la grandeur même de sa vie tenait dans ces quelques mots de contre qui nous tramaient et qui, prononcés ainsi par le Goth, résonnaient dans nos vertèbres jusqu'à l'enfance. Il ne ramena pas le pack à notre traceur. Il ne mangea pas l'espace qui s'agrandissait. Il apporta juste quelques secondes suspendues, la confiance en un combat dont la valeur ne pouvait plus être cherchée hors de nous, par la quête révélée dérisoire qui lui avait pourtant donné depuis 8 siècles son alibi. Il emporta avec lui cette noblesse de trempe qui lui venait de l'autodiscipline comme nous tous,
et d'une probité foncière altruiste au tréfonds, dont Coriolis, en le rejetant, n'avait su soupçonner le panache. Vaincre la 9e forme pour Pietro aurait consisté à surmonter une 3e fois sa honte de rester en vie quand Golgoth risquait si lumineusement la sienne. Elle impliquait une vilainie et une lâcheté que la construction longue de son être était inapte à couvrir, encore moins à incarner. Il ne voulait pas accepter cette corruption finale. Et devant ce choix, il n'y a pas à discuter, juste à saluer et se taire. Ce chemin n'avait pas été tracé pour qu'un ordier l'emprunte à sa suite. Ce pont n'avait de consistance que pour et par Golgoth. La chute de Pietro fut instantanée. Je ne sais pas quel ultime trait prit ce visage dont il avait rêvé voir la vérité au bout de sa quête. Son vif, lui, ne bougea pas, et la masse de chair lui passa à travers sans l'embarquer. J'étais prête pour l'accueillir. Pietro aussi s'était préparé depuis longtemps. L'assimilation se fit naturellement, sauf pour le bébé qui réagit très mal à l'intrus en turbulent et en me vrillant le ventre. J'avais mal. J'avais envie de m'allonger, mais je me redressais puisque là-bas, Golgoth continuait à avancer. Vends-toi à peine, Gogol, la trace de tes morts. Galope! Sors-toi les tripes! Va lui choper les roustons, tu peux la ourder, frérot! Les crocs dans les roues à la mâchoire, yac! Tu mets les molaires à même les yeux et tu serres ta putain de gueule de louveteau sur la fonte jusqu'à ce que tu sentes tes gencives qui pissent à l'émail. Attaque! Allonge ta foulée de nabot! Dis-toi encore un coup de chat, je te dis! Croque dans la roue, t'es qu'un frein à disque! Je veux voir gigoler l'étincelle de ta gorge! Mort dedans! Mort la galette d'acide! Aïe, aïe! Tu la rattrapes! Claque un peu ton gog, claque un peu mon bec, mon Golgotho. T'as rien vécu, t'as juste de la gueule. Le premier furvent, t'étais raclé devant papa-maman. Alors laisse-moi faire, tu me dois tout. Je vais lui gémir les vertèbres à la traceuse et te la basculer latérale d'un coup de rein. Comme t'en as jamais vu, frangin, à se déboîter le tronc. Je suis le meilleur en que ça, le premier du monde. Y'a que le cossis qui a roté dans cette lande avant de toi, t'as percuté ou pas? Je suis devant lui maintenant. Mesure les toits de la falaise, calcule le cordon. Pas encore! T'y es pas encore, frérot! Faut faire la trace ensemble! Mais tout ce que t'as à foutre de toi! La traceuse fuit là, toute berzingue. Si je l'accroche pas maintenant, elle va couper la ligne. Et ils recommenceront à zéro la formation sans toi! Y'aura un autre traceur de désigner! Alors tu seras plus rien de toute ta vie! T'auras plus qu'à te saigner! J'ai la trouille, mon cœur cale. J'y arrive plus. J'ai du plomb fondu dans les cuisses, frérot. Je pue la crampe, frérot. La crampe monte, frérot. Tiens le coup, souffle! Je vais descendre, te souffler dans les fibres! Tu vas plus rien sentir, tu vas voler, tu voles, regarde! Comment il arrive à faire ça? Comment c'est possible? Il est en train d'utiliser son propre vif pour construire le pont. Il prend toute la matière à sa source. La voix de Golgoth a cessé de retentir, d'en appeler à Pietro ou au Pâques. À l'extrémité de sa trace de terre bleue, il se tient en suspension, à peine un arc lancé du plateau, inachevé, en attente de la force d'un autre pas. Déséquilibré, son casque enfoncé, le pont tissé de fluence oscille. Il scintille d'éclats sous l'impact ascendant des bourrasques. Golgoth hurle à nouveau. Un flot de latérite sort de ses genoux et ruisselle devant lui. Il abat sa botte gauche sur la surface filante, soulève la droite, hésite de façon imperceptible. Là-bas, il lève la tête devant lui, paraît alors fixer une forme fascinante et... Reviens! Tu peux encore revenir! Insensiblement,
Et ligne après ligne, par le trapèze de fonte bordé des 4 roues pleines, par la pyramide évidée et soudée au châssis, par les pales enfin de l'éolienne de 3 mètres d'envergure boulonnée au sommet, l'armature d'une traceuse se dissocia du mur azuré à 2 encablures en avant de Golgoth. Tandis que j'assimilais le mirage, j'entendis le véhicule distinctement grincer, prenant 1 mètre de plus sur le goth. L'apparition encore approximative et chancelante, gainée de flou, se précisa alors avec une exactitude solide. Des grains de rouille piquetèrent les hélices. Le montant droit, cintré par une chute, se déforma sans équivoque. L'acier du trapèze brilla sur les zones que le sable avait dû décaper. Se précisa jusqu'à la clarté intacte des sons qui croissaient de cette traceuse métallique hors d'âge, lourde comme on en forgeait 30 ans auparavant, à l'époque. Oui, à l'époque où Golgoth affronta la strasse qui le consacra. En moins d'1 minute, à la manière d'un scribe surdoué qui aurait, sur une ultime phrase, joué la totalité de sa puissance de prose dans l'espoir d'extirper de son imaginaire un fragment de vie brute et insécable, plus consistant que toute scène vivable ou vécue, Golgoth brûla devant nous la coque de sa chair de viscères et de rêves qu'il avait si prodigieusement habité 45 ans durant pour en exhiber, dans la rigueur du réel, le kyste de sa quête. Ou pour mieux dire, son noyau. Il n'avança pas simplement sur une terre que lui seul avait la faculté de s'inventer. Il ne dépassa pas seulement à plusieurs arpents près le point le plus en amont du monde. Cela, il le fit, sachez-le. Il ne se contenta pas de montrer que la seule trace qui vaille est celle qu'on se crée à la pointe extrême de ce qu'on peut. Non, il utilisa la matière de son corps pour affirmer le passage, pour assurer la poursuite. Tout le temps que sa torche de chair brûla, sa silhouette de feu fut en marche sur le pont et la traceuse continua à contrer. Arriva un moment où il ne resta à Golgoth plus assez de muscles, d'épaisseur de viande pour alimenter la combustion, plus assez de substances intestines pour nourrir la vision du noyau, de sorte que son corps se répandit à l'horizontale dans le prolongement du pont d'air en une fine nappe de flaques oxygénées au vif. Devant lui, la traceuse persistait. Elle remontait le vent sans fléchir, adagio, sur un rythme de plus en plus profond et de plus en plus serein, il me sembla. La rouille bientôt s'effaça, la ligne polie des montants devint floue, les roues en acier cabossé et le châssis se brouillèrent, jusqu'à ce qu'il ne reste à regarder que la rotation rassurante de l'éolienne qui tranchait l'air bleu, qui s'engourdissait doucement et dont les pales finirent elles aussi par se dissoudre. Mais le bruit, lui, demeura encore longtemps après la dissipation de la quête. Je parle du bruit de froufrou des 4 pales qui hachaient les rafales au ralenti. Pour moi, les pales n'ont jamais cessé de tourner. C'est juste que la traceuse est désormais infiniment trop loin pour qu'un tympan humain puisse encore les percevoir. Et pourtant, elle tourne. Mais tu n'as pas essayé de récupérer le vif de Golgoth, hein? T'as pas fait ça? Et t'as déjà encaissé Caliro et Pietro, tu attends un enfant, ton organisme ne va pas tenir. Tu prends trop de risques. Son frère aussi? Comment tu te sens?
Il va sortir. Je vais t'aider à accoucher, mais par pitié, ne meurs pas. Je t'interdis de mourir. Fort heureusement, ce fut une fausse alerte. Orochi n'accoucha que 2 jours plus tard, selon un déroulement qui resta aussi proche que possible de la biologie humaine, si ce n'est qu'à la fin, le bébé s'éjecta tout seul de l'orifice en chuintant et que, bon... Je crois qu'on peut dire que nous eûmes 2 semaines de bonheur béat. Nous en oubliâmes les morts, la horde détruite, l'extrême amont, tout. Le bébé nous arracha à nous-mêmes. Il nous jeta dans l'éblouissement. Un éblouissement continu, renouvelé. Il ne ressemblait à rien d'imaginable. Il ne pesait rien. Il n'était ni bien formé, ni difforme. Il n'avait tout simplement pas de forme. Pas de figure stable, j'entends. Il était pourtant d'une beauté extraordinaire, avec sa boule souple de vent clair qui parfois s'humanisait, prenait un visage et une peau, croisés en passant le pli d'un sourire. De l'autochrone, il avait manifestement l'architecture de souffle et le potentiel de métamorphose qu'il utilisait à plein. Mais de l'humain, il avait aussi l'empathie et l'amour, puisqu'il restait toujours près de nous et il jouait, à sa manière, avec une intelligence qui me faisait fondre, qui me rendait si fière. Il cherchait parfois, très souvent en fait, plus que ne le voyait Sauve, à prendre une apparence de bébé, à se faire des petits bras mignons et des jambes, une tête de poupon. Avec maladresse, c'est sûr, mais il essayait. Il sentait que ça nous rendait heureux. Comme son premier père, Caracol, il s'humanisa d'abord par la voix, par glossolalie et gazouillis sifflant, jusqu'à ce qu'il se forme des lèvres et qu'il apprenne à téter. Le jour où je lui donnai la première fois le sein, nous rayonnions d'enthousiasme et de joie. « On va y arriver, Sauve. On va y arriver, » répétait Sauve tout ému. Il s'apprivoise, le chaton. Il va petit à petit s'approcher de l'humain. Tu avais raison. Ce gosse est une merveille du vivant. Trois jours plus tard, Orochi était morte. Le chaton, le baf, la tourboule, le rafalou, Éolo, Karasov, Orosovska, Barouf, nous avions décidé de ne pas lui imposer de nom fixe, qu'il était trop changeant pour recevoir l'infamie d'une seule identité, trop mobile et multiple pour ça, l'avait vidé de sa vie. Il se développait très vite.
Il avait besoin de matière à assimiler, de cellules humaines. Orochi se sentit bien partir. Elle ne fit rien pour arrêter les tétés. Elle se prépara juste à compacter son vif pour me le transmettre dans les plus propices conditions et elle choisit le moment. Ce fut par une nuit d'amour en pleine lande où elle s'offrit au plus profond, où elle me donna tout son plaisir accrit l'espoir qu'elle mettait en moi et ce vif qui m'habite aujourd'hui, qui me grandit tellement. Son vif m'a ouvert d'un coup à sa perception ramifiée du tissu, à cette liberté pour moi si neuve d'affecter et d'être affecté, de prendre et de donner prise à des forces inhumaines, des flux de couleurs et de sons, des vents traversant, des forces de germination que je capte, dont je me sers, plus proche désormais de la pluie et de la braise, d'un ruisseau qui me coule à travers ou de l'herbe qui me pousse et que j'arrose. Le lendemain, je l'embrassais sur la bouche et la laissais coucher en plein vent, offerte au rapace, ainsi qu'elle l'avait voulu. D'Orochi, je ne garde pas un souvenir. Je garde une présence intime et quotidienne, une exigence que je sens pulser en permanence en moi. Cette quête chercheuse d'un sens qu'elle réactive sans cesse dans mes fibres et dont elle me contrecarre, dès qu'elle l'éprouve chez moi, la fatigue. Bien sûr, je ne peux plus lui parler et entendre le hautbois de sa voix. Je n'ai plus sous les yeux son port altier et ses amandes noires qui me dévisagent, ses cheveux de jais noués en vortex, avec ses babéoles manufacturées au petit matin qu'elle fichait dans sa coiffe, mes alliés, disait-elle. De nuit d'amour, je n'aurai plus le bref miracle trop espacé, si précieux à ma propre énergie pourtant. Je sens juste qu'elle est là, en moi. Et ça m'aide à tenir. Pourquoi suis-je parti plein nord le long de la ligne de la falaise ? J'avais d'abord l'espoir, même ténu, de retrouver les jumeaux, et puisque j'avais promis à Pietro de parcourir la totalité de la ligne jusqu'aux franges glacées de la bande de Contre, afin d'infirmer ou de confirmer l'hypothèse que la Terre s'arrêtait là, j'ai dû choisir un côté. Ce fut celui-là. Notre fils, ma fille, notre chose me suit erratiquement. Je m'en occupe, c'est mon autre serment. Je n'ai pas eu le courage de le chasser après ce qu'il avait fait. Je sais qu'Orochi n'aurait pas supporté que je le chasse. Il n'a pas fait ça par cruauté, c'est un autochrone. Il cherche sa voie, des modes de stabilisation pour son énergie, les façons d'assurer sa consistance. Il dévive beaucoup d'animaux le long de ma trace. Il dessèche trop d'arbrisseaux, je le sais.
Il a déjà assimilé Kaliro et il me tuera peut-être sans le vouloir. Avec lui, avec les vifs de Golgoth et Pietro en errance proche, avec Schiste qui m'épaule, j'ai ma petite horde, ma petite escorte chaotique et turbulente dont j'apprends aussi à apprivoiser les humeurs et à les anticiper. Un peu. Je me souviens de cette dernière nuit avec Orochi où elle m'a reparlé de la 9e forme. Elle m'a avoué qu'elle aurait dû y passer lors de l'accouchement, qu'elle en avait eu la hantise d'être déchirée de part en part par son fils devant. Longtemps, elle a cru que ça serait sa 9e forme, l'envers implacable de ses recherches aérologiques. Ça l'a été, mais autrement. Je lui ai demandé alors ce que serait ma 9e forme si je la rencontrais un jour. Et quand? Elle m'a souri, comme un môme, en me caressant la tête et... Tu la rencontres déjà. La tienne est endurante, petit sauvageon. Elle durera. Elle ne te lâchera pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Accouche! C'est déjà fait. Souris un peu. Quelle est ta quête? Qu'est-ce qui te donne envie de vivre? Vous, ce qui nous unit, nous unissait, notre force collective, notre tissage, cet amour qu'il y avait entre nous, sauvegarder ça, le maintenir, je sais pas. Tu viens de décrire la 8e forme en toi. Et c'est le lien. Ta 9e s'en déduit. Elle en est l'ombre. Tu ne devines pas? Non. Sauve. Ta 9e, c'est la solitude. Les mots m'ont adhéré à mes parois. Je n'ai pas su en racler la poisse. J'ai dit, et comment je vais survivre à ça? Garder le goût de continuer après ta mort? Grâce à ta capacité de peuplement. Tu vas nous faire revivre tous par ta seule puissance de scribe. Tu acquerras le nefesh, les blocs souffles, tu créeras des glyphes, le pont nécessaire pour nos vifs, par ta voix. C'est impossible, arrête! Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu me surestimes. Caracol t'aidera, ne t'en fais pas. Barouf aussi. Et moi surtout, je t'aiderai. Mais personne ne m'aida. Ce n'est pas vrai. Les pas que je fis après avoir laissé Orochi au rapace, ma déambulation hagarde, écrasée de tristesse, au bord du plateau vide et saturé de crônes, vide et saturé sans cesse, vide sur plus de 3000 kilomètres de marche jusqu'à l'étendue de glace crevassée, cisaillée de crivettes qui marque de manière si caractéristique la limite de la bande de contre. Ces pas, je ne les ai dus qu'à moi. Ma 9e forme ne se présenta pas d'un seul tenant, par une épreuve spectaculaire qui aurait résumé mon combat ou qui en aurait compacté l'évidence. Elle s'interstitia juste par fragments froids partout entre mon amour, et ceux que j'aimais. Partout où ma chaleur m'échappait vers eux,
À chaque minuscule pensée qui m'y ressoudait, à eux, à chaque, leur absence coupait au ras l'étoffe. La 9e, hein. Bien sûr, demeuraient nouées ces écharpes multiples, les souvenirs, mais c'était comme s'il fallait désormais que le passé puisse luire aussi chamarré, aussi intense que ce présent où il n'était plus là. Et ça, je n'y étais pas préparé. À ramener à force d'exactitude et de concentration, de l'arrière-plan d'instants révolus, une présence suffisamment solide pour hanter la viduité de ce platé extrudé d'un Golgoth. Je manquais de mémoire. Plus encore de l'habitude d'une mémoire qui fut prégnante, à cran et accro, apte à extravaser dans ma gorge pour salive le sang des moments vécus ensemble. Ma première semaine de solitude fut un vide cru. Ramasser le bois, revenir, faire le feu seul, chasser sans Firost, sans Golgoth, sans Tours pour lancer schiste au poing. Je ne savais pas le lancer, pas l'appeler au taquet, pas lui faire empiéter le moindre lièvre. Je ne savais même pas quelle plante cueillir et cuire. Je priais vers Aoi. Je cherchais comme en steppe ce que Coriolis avait retenu, elle qui les avait remplacés si bien finalement. Si bien. Tout me paraissait maintenant herculéen. Manger. Manger seul. Parler au buis. Trouver où dormir. Éviter les crônes, les zones allumens, la nuit, le piège des sonochrones. Anticiper seul. Les vifs avaient beau battre leur tambour d'écho tout autour et en moi faire pièce au néant, soutenir le vif poignant d'Orochi, gabelé d'ondes, varié, rythmique, le vif hyper-dense expansif de Golgoth, celui régulier et rassurant de Pietro. J'avais beau en accueillir par vague la puissance, ça ne changea rien. Pas encore. Pas suffisamment pour éviter le suicide que je frôlais aussi souvent que le bord de la falaise. Au 9e jour, je fus pris dans une violente bordée de psychrones et je fus incapable de les éviter tous. Je ne sais pas ce qui se passa, hormis qu'à la fin de ma traversée, choc sur choc, je repris conscience debout, face au précipice. À un pas de basculer. Il n'y avait plus rien ni personne en moi, aucun son ni onde, une coque vide enfilée sur une vertèbre, moins que ça. La chute devant, coulante et facile, juste relâcher la colonne, coulisser de l'échine, s'affaisser un peu, partir enfin. Rejoindre le matelas des nuages. Rejoindre Orochi. Je penchais le cou vers la plage blanche, m'approchais encore qu'il n'y ait plus d'esquive possible à ma chute. Schiste craillait autour, je crois me souvenir. Il y avait entre ma vie et le saut aucune préférence, plus d'hésitation. J'étais au-delà, à somnambuler sur la tranche de l'amont, juste bien certain, au tréfonds de l'inanité de la farce désormais. La farce immense des hordes. En volute défilaient les mensonges sages du conseil de l'ordre doctement martelé à Aberlas, la fumisterie des hordes moutonnantes de petits gorceaux comme moi formés à y croire fort nec, fort les gars, l'orgueil dérisoire rétrospectif de traverser une flaque, de couper dans des lacs glacés et des montagnes, d'escalader 100 000 fois sa hauteur de tronc pour retomber là, sur l'alpage, magnifique quête, bravo, et tous ces vents affrontés sous cette multitude d'angles et de formations, par le sang
sauve, les 9 foutues formes laborieusement conquises et récoltées, notre contre balbutié jour après jour, en gouttes, en diamants, en spinifex, litanique et crétin, tout ça pour arriver où? À quel misérable miracle? Tout ça pour toucher des ongles du bout de la grande table, le plateau d'herbe broutée et comprendre que... Comprendre que le vent, bien sûr, n'a pas d'origine, vient de rien, du ciel de devant, il vient et dévale et délave est-ouest, et nous, l'élite formée à se cogner le front dedans, les bêtes de somme chargées aux mythes lourdingues avec au flanc nos sacs de morne mastoc, les remorqueurs de traîneaux à roues de bois, les racleurs de sable aux crampons émoussés, nous autres, les fiers, tous morts pour connaître le fin mot d'une quête qu'une flopée d'érudits connaît depuis des lustres, rigoler dans les faréoles, rigole bien, Négerka dans la tour d'Aer, souris avec moi, sauve part à son tour maintenant. Sauve part. La 9e forme tue, à coup sûr, le chameau. Elle blesse à mort le lion. Mais l'enfant que tu sauras peut-être devenir pourrait lui survivre. Ces 3 métamorphoses peuvent être les étapes d'une vie, d'un amour, d'une quête. Pense-y quand tu seras sur le bord du monde, en extrême amont. Pense-y quand ils seront tous morts et que tu resteras debout, seul, sur l'alpage avec le ciel nu devant toi. Pense à moi ce jour-là et rappelle-toi de ce moment que nous vivons ici même. Rappelle-toi de cette phrase que je prononce à haute voix, de chaque mot qui la compose. Tu m'écoutes, Sauve? Oui. Ce qui me sauva du suicide, ce fut ce souvenir précis. Ce timbre léger, tintant, surgit dans l'engourdissement de ma mémoire, la déchirant par couches, ces quelques phrases fantasques de caracol dans la tour d'Aer, prédiction parmi d'autres, ce cri jeté jusqu'à moi de là-bas de tant d'années, le câble. Il est des phrases qui parlent longtemps après, très soudainement. Ce qui me sauva ensuite au fil des jours monologués avec le recul, avec les semaines, ce fut le vif d'Orochi, son moteur bruissant et mon amour équivoque, méfiant autant que charnel pour cette boule de vent clair, couleur de soleil d'aube qui m'accompagnait et qui, d'une façon ou d'une autre, que je l'accepte telle qu'elle ou pas, était attachée à moi et au vif de sa mère. Barouf! Ce qui me sauva, ce fut l'image de mon père guettant dans le futur l'entrée du défilé de Norska, y croyant encore, je veux dire à mon retour. C'était de me figurer sa joie quand je rentrerais, même avec cette nouvelle cruelle d'un monde fini et sans le moindre miracle à sa source. Ma douceur se blottit beaucoup autour du visage pur d'Aoi, dans le rire tranquille des jumeaux que j'imaginais sur leurs chevants et dans cet espoir que Coriolis écartait encore quelque part les mèches châtaines de sa bouche de nymphe. Je ne m'en sortis pas en les oubliant. Je ne vainquis pas ma solitude en m'égo-recentrant pour aller puiser d'un noyau hypothétique qui me fut propre l'envie personnelle de continuer à exister.
Mon corps ne surmonta pas la 9e forme en se tranchant au pli de mes poignets la myriade de mains qui caressaient, qui serraient encore ces rameaux d'autres poussés dans la horde, et les nuques, les épaules, les ventres et les visages, ce fut profondément le contraire. Je m'en sortis à la force du nœud, à la corde à mémoire, par la fureur interne d'une restitution perpétuelle de tout ce qui restait vivant d'eux en moi et que j'avais su conserver dans la plénitude de leur déroulé. À mes yeux, cette parcelle encore liquide qui ne cristallisait pas, cette part capable de se survivre dans ma conscience, de défiler intacte et d'habiter ces bribes méritait le nom de vif puisqu'elle ne libérait que le plus vivant de mes relations à chaque ordier. Ça et rien d'autre, bien qu'une poussière de scène légère l'accompagnât souvent. Ces réminiscences, c'était comme des nappes d'amour piégées dans l'épaisseur de mon corps souvenant. Des nappes d'où sortait le charme de gestes frêles, de chuchotements, de feux menus, de demi-sourires francs qui faisaient que Caliroé se détachait de toute femme connue, qu'Orochi dressait encore matin après matin cette silhouette d'intelligence altière ou que Pietro, si touchant dans sa probité inquiète, ne ressemblait à aucun autre prince. Je m'en sortis parce que je compris, du cœur de mon effondrement, que toute la horde n'était encore debout sur la lande que par ma faculté active à la faire vibrer. La solitude n'existe pas. Nul n'a jamais été seul pour naître. La solitude est cette ombre que projette la fatigue du lien chez qui ne parvient plus à avancer peuplé de ceux qu'il a aimés, qu'importe ce qui lui a été rendu. Alors j'ai avancé peuplé, avec ma horde au boyau, les vifs à un pas et une certitude. L'écroulement de toutes les structures qui m'avaient porté jusqu'ici, la recherche de l'origine du vent, les 9 formes, l'extrême amont, les valeurs et les codes de ma horde ne m'enlevaient pas, ne pourraient jamais m'arracher, pas même par leur mort, qui ne pratiquement que de moi. L'amour enfantin qui me nouait à eux. Après 2 mois et 3000 kilomètres de marche, je tournais le dos, aussitôt atteinte à la frontière nord de la bande de Contre. Au-delà, le lichen n'approchait plus au miroir du sol et aucun animal n'y risquait la patte. Au-delà régnait le furvent polaire et je ne connaissais pas un oblique futile de la flébuste qui s'y fût aventuré plus d'une journée qui y ait cherché à savoir, sauf à une table de taverne, ce qu'il pouvait y avoir au bout. Aucun intérêt. Maintenant, de cette limite nord, j'avais en toute logique environ 4 mois de marche pour atteindre la limite sud. Je pourrais alors, mon serment à Pietro honoré, avaler plein ouest en contournant Krafla jusqu'à Cambomad et en priant les dieux du froid de me laisser repasser Norska sans décramponner au premier couloir avec le peu de matériel qu'il me restait. Le hasard est ainsi maître que je n'eus pas à réaffronter Norska. Pas même à marcher jusqu'à l'extrême sud, car le jour où je retrouvais le paysage familier de notre premier camp, lequel marquait mon point zéro à 1 kilomètre environ de l'endroit où Golgoth s'était immolé par sa quête, je vis surgir du précipice un objet inimaginable. C'était un bouquet. Un bouquet de parachutes rouges, hémisphériques, disposés en ombelles. À perdre haleine, je courus vers la falaise. Je ne vis pas tout de suite le câble qui retenait l'ensemble, duquel se ramifiait la volée de filins aboutissant aux corolles.
Sur 12, 3 parachutes étaient en torche, mais le reste tenait bon, suffisamment pour tendre le câble principal et faire du bouquet un authentique cerf-volant d'altitude conçu par un aérologue de très haut niveau en prévision de conditions extrêmes. Ça, ce fut ma première réaction parce qu'en m'approchant du précipice, je constatais que la toile qui constituait les parachutes n'était pas en tissu, pas plus que les câbles n'étaient en acier fileté à la façon des fréoles. Les parachutes étaient un amas de méduses pourpres et le câble l'unique tentacule qui pendait des bulbes. Non, j'avais eu peur, ce n'était pas ça non plus, bien qu'en un sens ce fût plus déstabilisant encore. L'ensemble était purement végétal. Il s'agissait en fait d'une sorte d'ombellifère géante dont le câble formait la tige et les parachutes des calices inversés qui contenaient, déployés à l'intérieur, un velours de pétales en couche dont la résistance à l'abrasion et aux éclats défiait ma botanique. Pendant plus de 2 heures, je me tins fasciné au bord du gouffre à regarder cet écouffle fantastique absorber l'humidité du brouillard et refleurir en cycle ses coupoles déchirées ou fanées. J'avais sous les yeux un cerf-volant parfait dont la race qui l'avait inventé et qui l'utilisait ainsi ne pouvait être qu'extra-humaine et supérieure à la nôtre. En un éclair me parcourut l'intuition d'un monde prospérant au pied de la falaise. Je n'imaginais même pas de sol réel, mais je vis dans une percée un univers suspendu dans les airs, une flore immense et flottante poussant en grappe sur un terreau riche de nuages, se pollinisant sans insectes par le vent. La cage qu'avait vue Coriolis avait bien existé. Et la phrase déroutante « Là-bas, la terre est bleue comme une orange », lue à la tour d'Aër, libéra enfin son jus. Dessous, proliférait un cosmos végétal. En quelque sorte, le fameux jardin des origines de steppe, à ceci qu'il puisait dans un humus de rafales fertiles qui était la vraie source du vivant. Cet univers nous expédiait un signe. Il lançait une bouteille dans l'océan du haut avec l'espoir que quelque chose répondît. J'allais répondre, oui, j'allais assurer la jonction. Ébranlé par mon enthousiasme, j'enfilai mon harnais et mes gants, sanglai mon sac à dos, fixai les 2 mousquetons qui me restaient de Norska, une longe sur ma hanche et mon descendeur à la poitrine au cas où la tige s'affinerait plus bas. J'attendis que le vent se stabilise un peu, je parvins même à anticiper l'accalmie, je progressais, et le moment où une salve suffisamment soutenue ramènerait le cerf-volant au ras de la falaise pour, après une hésitation, sauter. Une forte odeur de fleurs m'accueillit au moment où j'agrippais la tige axiale. Le contact était rugueux et ferme, proche d'une branche. Je commençais aussitôt à me laisser glisser, freiné dans ma chute par les ascendances qui remontaient la paroi. Je fis ainsi, je dirais 200 mètres. Barouf filait le long du câble à 2 longueurs devant moi et sa présence était plus que revigorante puisqu'il assurait une sorte de bouclier aérodynamique contre les bourrasques les plus sévères et délibérément ou non, je voulais croire que oui, il me protégeait. À l'entrée du matelas de Cumulus, la luminosité déclina et je sentis au froid subit qui traversa mes gants que la texture de la tige avait changé. J'empoignais à présent un câble d'acier et mon enthousiasme primitif se rétracta. Et si la corolle là-haut n'était qu'une bouture, la résultante d'un crône végétal ? Je glissais encore 2 mètres et je tombais sur un anneau rouillé autour duquel avait été mousquetonné un cylindre inoxydable.
Je me mousquetonnais moi-même sur l'anneau, bénissant ce moment de repos tant j'avais les paumes raclées malgré mes gants de cuir et les bras déjà durcis, moitié de tension nerveuse, moitié à cause de l'effort. Le couvercle du cylindre cabossé fut un cauchemar à ouvrir. J'étais dévoré par l'inquiétude et la curiosité. À l'intérieur, je découvris une tablette en cuivre que je sortis avec soin, la serrant de toute ma poigne pour ne plus qu'elle m'échappe des mains. Sur le cuivre, il y avait 3 gravures. La première représentait un oiseau, aile écartée. La seconde, un nuage ou alors une méduse. La troisième, le soleil ou la lune ou un ballon. Le tout était naïf et inconsistant. Humain quand même, au moins. J'étais incapable de le certifier, infra-humain plutôt, arriéré et débile. Est-ce que ça représentait un message ou une menace? Je n'en avais pas la moindre idée. Je repensais à mon père, à Camboban, à la petite Aoi là-bas. Est-ce que je pouvais encore remonter, encore revenir? Est-ce que je le devais? Qu'aurait fait Orochi à ma place? Mais la question ne se déplia pas car elle avait une réponse immédiate. Elle aurait foncé vers le bas, elle me le disait par son exaltation pulsatile dans ma nuque. Finalement, entre mes 2 envies, ma volonté se fia à la plus viscérale. Je poursuivis ma descente vers le chaos. Il y eut d'autres anneaux vides, ceux-là, certains brisés par la rouille, sur bien une centaine de mètres, puis plus rien qu'un câble lisse trop épais pour que j'y fixe mon descendeur. À moins 1000 mètres au cœur de la couche de nuages, les conditions aérologiques se dégradèrent de façon tragique. Du câble, je compris vite qu'il était le cordon ombilical qui me reliait encore à la 8e forme, un fil de vie auquel j'eus la présence d'esprit d'accrocher mon mousqueton ventral afin de n'être pas arraché et projeté contre la falaise par les déferlantes. Lors d'un répit, je parvins à sortir du sac mon casque de furvent et je le verrouillai en intégrale. À maintes reprises, je dus plonger tête en avant pour continuer à me hisser vers le bas tant les thermiques me soulevaient. Très vite, il n'y eut plus de répit. Plus rien qu'une descente vertigineuse dans le ventre des cumulus sous la furie croissante des rafales qui faisaient osciller le câble et généraient des ondes en S tuantes parce qu'elles vibraient dans mes poignets et les muscles de mes bras et tintaient contre les os de la malléole et du genou. Je ne sais pas combien d'heures je tins ainsi, jusqu'à ma première crampe au triceps qui me fit lâcher. Je me souviens m'être excorié au tibia dans le réflexe panique de freiner ma chute. Je me souviens aussi qu'à une certaine altitude, les courants latéraux sont devenus si violents que mon corps fusait à l'horizontale comme sur une tringle, tenu uniquement par le harnais, le mousqueton ventral raclant sur un rail d'étincelles pour finir par remonter sous la poussée des dizaines et des dizaines de mètres avant de rechuter aussi vite vers le bas sous le ressac de ce que je ressentais comme une énorme vague de vent, une monstrueuse déferlante. Que j'ai perdu connaissance par étouffement ou par épuisement, parce qu'un objet charrié dans le flux m'a fendu le casque ou pour effacer la douleur atroce de mes plaies injectées d'éclats n'a pas vraiment d'importance. Il est possible que mon mousqueton ait fini par céder à l'abrasion, lui ou le harnais. Il est probable que j'ai dégringolé dans le vide à travers les rouleaux massifs de vent qui percutent la falaise, que j'ai été freiné par des ascendances et même amorti vers la fin par l'épaisseur invraisemblable des couches d'air qui circulent à la base de... Dégagez-moi ce cadavre, il va me boucher les grilles du rotovoyeur.
Oh! Eh, il est peut-être encore vivant, Marcia, tu vas voir. Eh, vous perdez du temps, les gars. Il est tatoué, il a une carte dans le dos. Ouais, c'est ça. Et puis son fils, c'est le 10e Golgoth. Allez, vire-moi ce stade, pue de la grève, là. Ils annoncent force 11 dans 4 minutes. T'as entendu le faréole? Merde, Quoi, Mickey? il est vivant. Tu nous fais chier, il parle ton vivant ou quoi? Eh, gars, l'air paille. Comment tu t'appelles, gars? Sauve. Sevchenko. Stroknis. Qu'est-ce que t'es venu foutre dans la zone de mort? Tu voulais en finir ou quoi? T'es venu racler de la limaille? Où je suis. Où t'es? Eh, gars, les gars, ils me demandent où il est. Quel moulin à queue. Il est barré celui-là. Sors-le de la zone, Mickey. Ça va déferler dans 2 minutes. On peut dire qu'il a son étoile celui-là. Moins une, hein? Il est charclé de bas en haut, une vraie boucherie. Où je suis. T'es dans le trou du cul du monde, mon pote. Au pire endroit que tu connaîtras jamais dans ta petite vie de racle-merde. T'es dans la zone de mort de la déferlante. Où ça? Banlieue ouest d'Aberlas. Extrême aval, falaise des confins. Ça te va pour le topo? Tu viens de naître ou quoi?